Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la SORA et de la méthodologie SORA en 10 étapes. Avant toute chose, je vous rappelle que Drone Theory, c'est une plateforme de révision pour préparer vos examens CATS et OpenA2. Drone Theory, c'est également la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. L'objectif étant toujours, aujourd'hui, les 2000 abonnés. Alors, je me suis rendu compte que j'ai pris 150 abonnés en quelques mois seulement. Bon, c'est un début et je vous en remercie si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo. Alors, la SORA. Que veut dire SORA? Donc, Specific Operation Risk Assessment. C'est une méthode qui permet de couvrir l'ensemble des risques, les analyser et trouver des solutions sur ces différents risques pour vos différentes missions hors scénario standard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les cases d'une mission en open, vous faites par exemple directement du hors-vue, et que vous ne respectez pas les règles pour le STS 01 ou 02, si je reprends mon exemple de l'hors-vue, si vous faites de l'hors-vue avec un drone de 30 kg dans une zone peuplée par exemple, vous serez obligé d'écrire une SORA, SORA étant la méthodologie, mais un document qui vous permet d'effectuer ces 10 différentes étapes d'analyse. Alors, une vidéo sera réalisée pour chaque étape, pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans le détail. Quoi qu'il en soit, et je vous le dis aujourd'hui, Drone Theory va proposer prochainement des formations SORA. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi sur le programme ou effectuer une préinscription, n'hésitez pas à me contacter via, comme d'habitude, le petit formulaire ou directement l'adresse mail que vous trouvez sur le site internet. Alors, nous allons balayer ici assez rapidement les différentes étapes, les 10 différentes étapes. La première étape, c'est la description du CONOPS. CONOPS veut dire concept d'opération. Dans cette description, vous allez mettre noir sur blanc la méthode et l'utilisation du drone que vous allez effectuer, la finalité du vol. Exemple, si vous souhaitez faire de la pulvérisation sur des toitures avec un drone de 50 kg que vous gardez en vol à vue à une distance maximum de 30 mètres de vous et à une hauteur maximum de 10 mètres au-dessus d'une infrastructure. Voilà. Autre exemple, si je vais prendre un exemple en BVLOS, en hors vue, vous allez effectuer une mission avec un drone de 20 kg hors vue à une distance comprise entre 0 et 10 km sur des corridors avec une zone peu peuplée. Voilà, en fait, c'est le cadre de travail dans lequel vous allez faire et pour la finalité d'une mission. L'étape 2, détermination du risque sol initial. Alors à partir de cette étape, on va commencer à évaluer les risques que nous allons causer aux autres, et là particulièrement les risques au sol. Donc cela va dépendre principalement de la zone survolée et des caractéristiques du drone. Je reprendrai mes exemples précédemment. Si vous volez en ville avec un drone de 50 kg, vous allez potentiellement, à une certaine hauteur, faire un certain impact au sol, donc avec un certain risque pour les autres personnes ou bien au sol. Donc ça, c'est la première étape pour la détermination du risque que vous allez causer aux autres au sol. L'étape 3, atténuation du risque et détermination du risque sol final. Donc cette étape qui est, on va dire optionnelle mais fortement conseillée, elle permet de réduire le niveau de risque au sol que vous allez causer aux autres personnes. Alors par quelle méthode? Vous avez 3 différents critères et dans ces différents critères, on peut citer notamment une coupeur moteur indépendante, le déploiement de parachute, la création aux zones d'une zone d'interdiction des tirs avec une certaine distance de zone tampon ou zone de contingence, ça on verra en détail après. Et voilà. Donc, et à la fin de cette étape, vous pouvez déterminer un certain niveau. Donc, ça va définir un chiffre, un certain niveau de risque sol. L'étape 4. Donc là, on a parlé des risques par rapport aux personnes et aux biens au sol. Et cette fois-ci, à partir de l'étape 4, on va parler des risques
qui vont être générés pour les autres usagers de l'espace aérien. L'étape 4, c'est la détermination du risque aérien initial, l'ARC. On évalue la classe de risque aérien, R risque classe initiale, qui dépend de l'espace aérien dans lequel l'opération est prévue. Donc là, pareil, il y a un logigramme pour savoir si vous êtes en classe G, donc sans personne, sans espace aérien contraint ni quoi que ce soit, ou si vous êtes dans un espace aérien contrôlé avec un contrôleur aérien ou à proximité d'un aérodrome avec un AFIS, voilà, ce genre de choses. L'étape 5, c'est l'atténuation stratégique du risque aérien. Donc dans cette étape, qui est encore une fois optionnelle mais qui est fortement recommandée, elle consiste à appliquer des mesures stratégiques pour réduire le risque aérien comme, par exemple, la réduction du volume d'évolution. Donc si vous réduisez le volume d'espace aérien dans lequel vous allez voler, effectivement, vous allez générer moins de risques pour les autres usagers de l'espace aérien. Le choix de la période d'évolution. Alors bien évidemment, si vous êtes à proximité d'un aérodrome dans lequel vous avez plusieurs aéroclubs, si vous volez la nuit notamment, vous allez interférer avec les différents aéroclubs de cet aérodrome, parce que dans la plupart des cas, les gens vont voler en VFR. La coordination avec le contrôle aérien. Donc si vous volez dans un espace aérien contrôlé, je sais pas, un classe C, classe D, peu importe, ou classe E d'ailleurs, là c'est d'effectuer un protocole et d'avoir détermination de quel espace on va utiliser et quels sont les moyens pour communiquer avec ce contrôle aérien. Ou à la fin, hein, c'est ce qu'on voit souvent actuellement, et c'est ce qui est en place sur Monaco, c'est l'utilisation d'un système qui est U-Space, c'est-à-dire que vous avez des couloirs qui sont définis pour les drones, des couloirs, donc c'est des volumes d'espace aérien qui sont définis pour ça, que tout le monde a identifié, et là ça permet d'augmenter considérablement la sécurité pour les autres usagers de l'espace aérien. L'étape 6, l'atténuation tactique du risque aérien, donc les TMRP. Donc là on va définir ici les exigences de performance d'atténuation tactique et leur niveau de robustesse. Allez, si je prends encore une fois un exemple pour les espaces aériens à proximité des aérodromes, l'utilisation par exemple d'une radio aéronautique avec toutes les toutes les autorisations qui y sont associées, ou pour certains qui connaissent, mettre un FLARM à proximité d'un aérodrome où vous avez une activité vélivole, donc avec des planeurs assez intense. Par exemple, je prends l'exemple de l'été dans les Alpes, pour justement prévenir ou déterminer votre position avec les autres usagers d'espace aérien. Et dans mon exemple vélivole, c'est ça avec des planeurs. À la fin de cela, nous allons déterminer donc à l'étape 7 le niveau de sail. Donc là, on a déterminé le niveau de risque par rapport au risque au sol, le niveau de risque par rapport aux autres usagers d'espace aérien, donc l'ARC. On va rentrer ça dans une matrice, et cette matrice va nous sortir un niveau de sail. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, ça veut dire Specific Assurance on Integrity Level, et donc à partir de certains niveaux de sail, vous devez rentrer dans différentes catégories. Et à la fin, par exemple, si vous avez un niveau de sail qui est très élevé, vous serez obligé de vous conformer aux règles de tout ce qui est certifié. Et aujourd'hui, donc on sait, hein, tout ce qui est certifié, les différentes normes ne sont pas encore sorties. À l'étape 8, donc selon le niveau de sail que vous avez déterminé, vous allez devoir mettre en place et respecter une matrice avec certains objectifs de sécurité opérationnelle, donc les OSO, c'est ça, hein, Operational Safety Objective, à atteindre en fonction de ce que vous avez déterminé au niveau de sail. Et ça, on le verra, donc il y en a 24, hein, c'est marqué ici. Il y a 24 OSO au total, et selon le niveau de sail que l'on va déterminer avant, il faudra soit être robuste, soit en faible, ou soit très fort. Voilà. Selon, encore une fois, le niveau de risque de votre opération. À l'étape 9, la considération sur les espaces aériens adjacents. Donc cette étape, elle prend en compte les risques potentiels pour les zones adjacentes à la zone d'opération, que ce soit pour le risque sol, mais également pour le risque air. Et là, donc, ce serait voir si mon drone fait un flyaway, en combien de minutes il va atteindre telle ou telle zone, en 2 minutes, à telle vitesse, il va atteindre cette zone, dans telle direction, etc., etc. Donc ça, c'est la considération sur les espaces adjacents. Donc la dernière, l'étape 10, donc c'est le portefeuille complet des risques. Cette dernière étape, elle consiste à synthétiser
toutes les mesures d'atténuation prévues et préparer un dossier complet comprenant les documents pertinents pour l'autorisation d'exploitation. Et finalement, la méthode SORA permet d'évaluer l'ensemble des risques systématiquement d'une opération et de définir les mesures de sécurité appropriées pour obtenir une autorisation d'exploitation auprès de l'autorité compétente. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous allez rédiger un document SORA, l'analyse de risque, la finalité de tout ça, c'est pour avoir une autorisation d'exploitation. J'entends souvent et je vois souvent sur les réseaux sociaux notamment, ah, on a fait une SORA pour ça. En réalité, oui, vous avez fait une SORA, mais cette SORA, c'est pour avoir quel sésame? C'est pour avoir une autorisation d'exploitation. Alors cette autorisation d'exploitation, pour l'ensemble des pays de l'OASA, elle est valable, si vous pouvez la demander de façon générique, elle est valable 24 mois. Donc à part si vous-même vous mettez des dates de telle période à telle période, de telle date à telle date, mais si vous souhaitez faire une SORA dite générique, pour avoir une autorisation d'exploitation générique, pour l'utiliser dans tous les cas de figure pour votre type de mission, encore une fois, là, vous pouvez la demander pour 24 mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la première étape, l'écriture du concept d'opération, la description de l'opération dans la méthodologie SORA. À bientôt!